Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les chapitres d'histoire. Donc, le titre 3 et le titre 4. Le titre 3, il n'y a que le chapitre 1. Le titre 4, il y a tous les chapitres. D'abord, je tiens à vous dire que il y aura que 6 questions. Et les 6 questions, elles seront prises directement dedans les chapitres. Donc, en fait, vous voyez, parfois, on devait répondre à des questions selon des vidéos, tout ça. Et ce sera les questions là. Sauf pour le titre 3, chapitre 1, là, vu qu'il n'y avait pas de questions, ben monsieur il va les inventer. Peut-être, s'il met des questions de chapitre 3. Du coup, je vous conseille de regarder les vidéos qui étaient présentées dans les chapitres. Je vous ai mis, avec l'aide de Romain, toutes les vidéos dans une playlist sur la chaîne. On les a mis dans l'ordre. Normalement, oui, on les a mis dans l'ordre des chapitres. Faudrait que. Oui. Du coup, commençons directement. Ah, et je tiens à remercier une collègue de Sciences Fortes qui m'a donné toutes les réponses, mais c'est des réponses qui sont très très bien détaillées et très très compréhensibles. Et les gars, avant que la vidéo commence et que je commence à lire, ne, ne mémorisez pas les réponses qu'on a mis dans les chapitres. En fait, le principal que vous devriez faire, c'est comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'histoire, oui, apprendre l'histoire, quoi. Les réponses, de toute façon, les réponses qu'on a mis là, elles sont grandes et c'est vraiment explicatif, quoi. Du coup, titre 4, chapitre 1, la société d'Ancien Régime. Question 1. Quels sont les trois ordres de la société d'Ancien Régime et qui les compose? Il y a trois ordres dans cette société. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé, ce sont les hommes d'église, donc les prêtres, tout ça, les évêques. Ils représentent moins de 1% de la population. Ensuite, il y a la noblesse, qui représente, comme son nom l'indique, les nobles. Donc les barons, les comtes, les ducs, tout ce qui est plus ou moins, enfin très proche du roi, vous voyez. Tous ceux qui ont des titres, quoi. Donc, par exemple, le baron de Châtelet, le comte de Flandre. Ouais, enfin, là j'invente, mais bon. Dans cette catégorie, on peut retrouver deux sortes de noblesse. La haute et la petite noblesse. La noblesse représente 1 à 2% de la population à cette époque-là, en France. Le tiers-état. Le tiers-état, c'est les paysans et les bourgeois. Ils représentent 98% de la population française à cette époque-là. Sachant qu'une grande partie sont des paysans. Deuxième question, sur quoi se repose la société d'Ancien Régime? Au détriment de quoi? Elle repose sur la naissance et les privilèges. Peu importe si les personnes en question n'ont pas de talent ou de mérite, cela se base sur la richesse, mais au détriment de l'égalité. Les classes sociales en forme de pyramide avec des fortes inégalités entre eux. Question 3. Quel rôle joue le clergé dans la société d'Ancien Régime? Il se charge de l'état civil, du coup, des actes de naissance, des décès, oui, tout ça. Il se charge aussi des assistances sociales, du coup, il s'occupe des malades, des orphelins, tout ça, et des fêtes religieuses. Question 4. Quels sont les privilèges de la noblesse? Ils ne paient pas certains impôts, et ils ont le droit à des métiers qui sont réservés seulement à la noblesse. Et leurs titres leur sont donnés à la naissance, comte, baron, duc. Enfin, comte, baron, duc, c'est c'est des exemples, quoi. Et
Question 5. Explique la différence entre la noblesse en robe et la noblesse d'épée. La dite noblesse en robe est accessible pour les riches bourgeois à l'achat de titres, tandis qu'une noblesse à l'épée ou de sang qui est accessible seulement par la naissance, noblesse traditionnelle. Question 6. Comment se répartissent en pourcent les trois ordres dans les sociétés françaises d'Ancien Régime? Ça on l'a vu tantôt. Le clergé représente 1% de la population, moins d'1% de la population. La noblesse représente 1 à 2% de la population. Le tiers-état représente 98% de la population, au total. C'est des approximatifs, 98%, tout ça. Chapitre 2. La philosophie des Lumières. Question 1. Que représentent les philosophes quand ils disent vouloir éclairer le monde? Ils veulent changer les mentalités des gens en les faisant sortir de l'obscurité, comme ils disent. Dans ce contexte, l'obscurité représente l'ignorance et les superstitions, parce que ces philosophes sont éclairés par les raisons, grâce à l'usage de l'esprit critique, de la méthode scientifique, etc. Question 2. Comment devrait fonctionner la monarchie selon les Lumières? Pour eux, la monarchie devrait avoir des limites au niveau du pouvoir pour éviter l'absolutisme. Et la monarchie ne peut fonctionner qu'à condition que le souverain soit au service de son peuple et qu'il gouverne selon les principes de la raison et de la morale. Ou de la logique, en résumé. Enfin, ouais. Je reviens sur ma réponse. Sur les principes de la raison, de la morale et de la logique. Question 3. Comment réagissent les souverains aux idées des Lumières? Certains souverains sont inquiets et comptent les combattre, car pour eux, c'est une menace face à leur pouvoir, tandis que d'autres s'ouvrent aux idées des Lumières, ce qui permet des changements, des réformes au niveau de la justice, des droits. Par exemple, ces souverains abolissent la torture et accordent la liberté religieuse. Tolérance entre religions chrétiennes, bien sûr. Donc le protestantisme, le catholicisme, l'anglicanisme et peut-être l'orthodoxie, je ne sais pas. À leur sujet. Par contre, ils gouvernent tout de même avec une grande autorité. C'est ce qu'on appelle les despotes éclairés. Despote, c'est le tyran, voyez, enfin le roi. Question 4. Quels sont les droits fondamentaux? Ce sont les droits liés à la nature humaine que l'on reçoit à la naissance et que l'on ne peut pas perdre. Exemple, droit de la liberté à la pensée. Droit à la liberté de penser, croyance, être égaux devant la loi, de se réunir et d'avoir une libre opinion. Ce sont les droits naturels. C. Le despote éclairé. Le despotisme éclairé. L'exemple de Joseph II. Quelles sont les réformes de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens? Joseph II voulait réformer ses États selon ses principes, qui étaient inspirés des Lumières. Ce qu'il considérait comme le progrès et la raison, il a simplifié l'organisation des États belges et de la justice, et aussi l'organisation économique, et c'est pour ça qu'il s'attaqua aux privilèges des corporations qui bénéficiaient de cela, dont les monopoles étaient contre ces principes. Pour lui, l'Église devait être au service de l'État et non le contraire. Il a donc voulu que l'État contrôle et forme les membres de l'Église. Mais bien sûr, il a voulu imposer ses réformes sans demander l'avis du peuple, ce qui a créé un petit peu d'agitation. On va le voir. Question 2. Pourquoi une agitation dans les Pays-Bas autrichiens à partir de 1787? Joseph II a imposé et non proposé ses réformes sans demander l'avis du peuple, qui devient
qui devint agité et se mit en colère contre lui. Question 3. Qui sont les statistes? Ce sont les opposants conservateurs qui défendent les privilèges des États des provinces belges contre Joseph II. Question 4. Qui sont les Vonckistes? Ce sont les opposants réformateurs, ce sont des démocrates, qui défendent les intérêts de la bourgeoisie et du commerce. Ils sont pour Joseph II. Que représente la date du... Question 5. Que représente la date du 11 janvier 1790 dans l'histoire belge? Un congrès des représentants des États proclame les États belgiques unis. Ils sont indépendants, mais pas pour longtemps, vous allez voir. Question 6. Pourquoi les Autrichiens sont-ils facilement vainqueurs de la révolution brabançonne en décembre 1790? Après l'expulsion de Joseph II et des Autrichiens de Belgique, les tensions ont augmenté entre les statistes et les Vonckistes, au point que les statistes expulsent leurs adversaires de Bruxelles, mais vu que les statistes se disputaient entre eux et ne savaient pas se mettre d'accord, l'armée autrichienne reprend la Belgique sans difficulté en décembre 1790. Donc ils ont gagné à cause de la désorganisation due à l'instabilité intérieure du mouvement insurrectionnel. Chapitre 3. La formation des États-Unis d'Amérique. Question 1. Pourquoi les 13 colonies sont-elles mécontentes? La Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, leur impose de nouvelles lois qui leur sont défavorables, mais aussi des nouvelles taxes pour enflouer les caisses de l'État britannique, qui a perdu tout son argent et s'est endetté à cause des efforts de la guerre de 7 ans. Question 2. Quel est le contexte historique de la Boston Tea Party? Le quand, c'est le 16 décembre 1773. Le où, c'est le port de Boston. Enfin, le port et la baie de Boston, Amérique du Nord. Le quoi, c'est proteste du Tea Act par des colons américains déguisés en amérindiens jetant de la cargaison de thé dans la mer, dans le port de Boston. Question 3. Que décide le premier congrès continental? Le premier congrès continental créé pour contrer les mesures britanniques le 5 septembre 1774 en Philadelphie est composé par 12 représentants des 13 colonies, décide de boycotter les importations britanniques. Question 4. Quel est le contexte historique de l'événement qui déclenche la Révolution? Quand? C'est le 19 avril 1775, où c'est Lexington, Massachusetts, Amérique du Nord. Le quoi, c'est coup de feu tiré par les Britanniques en réponse aux milices indépendantistes. Question 5. Quel est le rôle de George Washington dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique? C'est le général à la tête de l'armée continentale formée par le second congrès continental en unifiant les forces indépendantistes le 10 mai 1775. Question 6. Que représente le 4 juillet 1776 dans l'histoire des États-Unis d'Amérique? C'est la fête de déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, rédigée par Thomas Jefferson. Question 7. Quel rôle joue la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique? Elle joue le rôle d'aller aux États-Unis d'Amérique, faire la guerre aux Anglais pour se venger de la guerre de 7 ans. Question 8. Que dit le traité de Paris, septembre 1783? Le 3 septembre 1783,
la Grande-Bretagne reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis d'Amérique et lui succèdent les territoires jusqu'au Mississippi. Chapitre 4. La Révolution française. Question 1. Que refuse le roi aux députés, aux députés du tiers-État? Il refuse de mettre en place le vote par tête au lieu de vote par ordre, ce qui provoque les députés du tiers-État à se retirer. Il se proclame l'Assemblée nationale le 17 juin 1789. Question 2. Que représente la date du 20 juin 1789 dans la Révolution française? C'est le serment du jeu de paume, autrement dit, c'est le tiers-État qui prête serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Question 3. Quel événement marque la fin de la société de la société des ordres? C'est, entre guillemets, la grande peur, fin des guillemets, un événement où les paysans dans la campagne s'attaquent au château des seigneurs, dénoncent les privilèges de ceux-ci, afin de calmer les esprits. L'Assemblée nationale vote le 4 août 1789 l'abolition des privilèges, mettant fin à la société d'ordre. Question 4. Que dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens? Elle consacre l'égalité entre les hommes, la séparation des pouvoirs et la souveraineté de la nation. Chapitre 5. Le système napoléonien. Qui sont les 4 principaux vainqueurs de Napoléon? La Prusse, l'actuelle Allemagne, l'Autriche, la Russie et le Royaume-Uni. Question 2. Explique les 2 principes discutés au Congrès de Vienne. Le premier principe parle de la préservation des équilibres politiques entre puissances, et le deuxième de la restauration des vieilles dynasties, qui ont été chassées par la vague révolutionnaire en France. Question 3. Quels sont les gains territoriaux de la Prusse, donc l'actuelle Allemagne? Elle s'agrandit d'une partie du Grand-Duché de Varsovie, donc c'est la Pologne de l'époque, c'est plus ou moins la Pologne de l'Ouest actuellement, de la Poméranie suédoise. C'est, vous voyez, les côtes allemandes qui sont dans les mers Baltiques, à côté du Danemark. De plus de la moitié de la Saxe, c'est une région en Allemagne en dessous plus ou moins à l'est de l'Allemagne actuelle. Et surtout de la grande partie de la Rhénanie, d'une grande partie de la Rhénanie, région en Allemagne. Vous voyez, c'est la région où il y a toutes les villes industrielles là, Köln, Dresden, vous voyez tout ça. Question 4. Quel est le sort des Belges? Ils sont soumis à des souverains étrangers et leur pays est un état tampon, permettant de mettre un frein aux ambitions territoriales de la France. Chapitre 6. La naissance de la Belgique. Première question. Quels sont les reproches aux catholiques? Quels sont les reproches des catholiques, pardon. Ils reprochent aux Hollandais d'être protestants. Ils reprochent aussi à Guillaume Ier de vouloir contrôler les prêtres et vouloir enlever l'enseignement à l'Église. Question 2. Quels sont les reproches des libéraux? Ils reprochent un manque de liberté d'expression et un manque de contrôle sur les ministres du roi. D'ailleurs, Guillaume Ier censure la presse, droit que les gens réclament les gens réclament la liberté de la presse et de l'enseignement de manière légale. Guillaume Ier censure tout ça en condamnant à l'emprisonnement et à la mort. Question 3. Quelle est la situation socio-économique de la Belgique en 1828 jusqu'à 1830? Une crise économique, plus précisément la crise de surproduction, atteint les territoires belges, entraînant la fermeture de plus en plus d'usines. Les gens perdent leurs emplois, ils n'ont plus d'argent pour manger, ils crèvent la dalle et ils sont pas contents. Voilà. Question 4.
D'où viennent les couleurs du drapeau belge? Il s'inspire des couleurs du Brabant, cela découle de la précédente révolution brabançonne. Question 5. Que se passe-t-il à Bruxelles entre le 23 et le 27 septembre? Il y a des affrontements à Bruxelles entre les citoyens bruxellois et l'armée hollandaise. Des volontaires venus d'autres villes de Belgique ont d'ailleurs aidé les Bruxellois. Cela se déroula au Parc Royal de Bruxelles. Question 6. Qui proclame l'indépendance de la Belgique et quand? Le 24 octobre 1830, la Belgique proclame son indépendance et avec l'aide du gouvernement provisoire. L'histoire de la Mette de Portici. Première question. Que se passe-t-il en France en juillet 1830? Et la Révolution du Juillet, qui se déroule sur 3 journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830. Dites les 3 glorieuses. Qui causèrent le roi Charles X à abdiquer. Le peuple parisien révolté mit en place la monarchie de Juillet, avec à sa tête un roi bourgeois. Question 2. Que raconte cet opéra d'un point de vue politique? Elle symbolise la lutte pour la liberté et le sentiment de la patrie, nationalisme. Enfin, c'est du nationalisme. En racontant la révolte du peuple napolitain contre les Espagnols au XVIIe siècle. Voilà, les gars, c'était tout pour les chapitres et les réponses. Je vous rappelle, n'étudiez pas tel quel, comprenez surtout et apprenez, retenez dans votre tête. Voilà. Je tiens à remercier la personne en sciences fortes qui m'a donné toutes ces réponses. Son pseudonyme Discord sera mis en description. Du coup, c'était la dernière vidéo pour ce cours d'histoire. J'ai un petit message à passer au sens social, s'il m'écoute. Je vais peut-être faire une vidéo pour sciences sociales, mais je suis pas sûr. Je sais pas si j'aurai le temps en fait. Du coup voilà. Je vous dis à la prochaine et j'espère qu'on réussira tous et qu'on se reverra tous l'année prochaine en 5e année. Pardonnez-moi.